module, ce qu'on va voir, c'est principalement comment on va interagir avec la GCP, comment on pourra créer des projets, affecter des droits et des permissions à des utilisateurs, et comment voilà, créer des instances, tout ça. Alors, dans la GCP, on a une organisation spéciale des ressources, et ça commence par un objet fondamental qui est le projet. Donc le projet, c'est une enveloppe logique qui va contenir l'ensemble des ressources qu'on va pouvoir utiliser. Donc on parle des instances, on parle des espaces de stockage, des clusters Kubernetes. Donc tous les objets qu'on va avoir, qu'on va manipuler dans la GCP, appartiennent forcément à un seul projet. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire, indispensable. Et donc ces projets-là constituent des périmètres de sécurité, d'isolation des ressources. C'est-à-dire que les ressources qui appartiennent à un projet sont isolées par rapport à d'autres ressources qui appartiennent à d'autres projets. Donc là, on commence déjà à voir donc, les délimitations de certains périmètres de sécurité qu'on peut établir. Et à la fin, ces projets-là permettent d'associer ces ressources à un compte de facturation. Donc le compte de facturation, c'est là où on va donc payer les ressources qu'on va utiliser, et un compte de facturation peut gérer un ou plusieurs projets. Alors, on va commencer par le bas, dans la hiérarchie de la GCP, et on va retrouver les ressources, donc les instances, les clusters. Ces ressources sont organisées dans des projets, comme on l'avait dit dans le slide précédent, et ces projets sont organisés accessoirement dans ce qu'on appelle des folders ou des dossiers. Donc les dossiers peuvent contenir soit des projets, soit d'autres folders, comme vous le voyez. Et on peut avoir jusqu'à 4 niveaux de folders au niveau de la GCP. Ces folders-là, en quelque sorte, vont nous aider à organiser les ressources par rapport à la hiérarchie de l'entreprise, par pays, par département, par filiale, par projet, par environnement, éventuellement. Donc, on va avoir un dossier pour la partie dev, un dossier pour l'environnement d'intégration en QA et un folder pour l'environnement de prod. Et tous ces niveaux qu'on voit là sont des niveaux où on peut définir des stratégies de sécurité au niveau de l'orga, au niveau des folders, au niveau des projets et au niveau des ressources. Et l'organisation que vous voyez ici, c'est le nœud route de toute hiérarchie qui correspond à notre entreprise. Donc là, si on prend l'exemple chez Sphere, on a donc l'organisation, c'est sphere.com. Donc ça correspond au nom de domaine. Chez Google, ça va être google.com. Voilà, donc chez d'autres entreprises, quand on est amené à aider sur la partie GCP, pareil, donc ils ont leur nom de domaine qui est associé à ce nœud organisation. Donc là, on voit donc un exemple de hiérarchie qu'on va voir aussi par la suite lors de la démo. Donc on voit qu'on a l'organisation des folders et après des projets. Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'héritage des stratégies de sécurité et des permissions au sein de notre orga. Donc on a dit qu'on a différents niveaux de sécurité et ces permissions et ces stratégies de sécurité sont héritées du haut vers le bas. Donc si je définis une stratégie au niveau de l'organisation, elle sera héritée par l'ensemble en fait, des ressources qui sont en dessous. Et nous, ce qui nous intéresse à la fin, c'est au niveau de l'instance, au niveau de ma base de données, quelle stratégie de sécurité va s'appliquer? Puisque là, on peut se trouver avec 2, 3, voire plus de stratégies de sécurité. Et donc là, il faut juste retenir, c'est que c'est la stratégie de sécurité la plus permissive qui va gagner. C'est-à-dire, si je suis éditeur au niveau de l'orga, si j'essaie de restreindre les accès au niveau d'un folder ou d'un projet, je resterai toujours éditeur. Donc ce qu'il faut raisonner à l'inverse, c'est dire, moi je ne donne rien au niveau de l'orga, au niveau des folders supérieurs, et j'ouvre progressivement les droits. Donc moi, en tant que développeur, on va peut-être me donner juste les droits sur le folder dev, et je ne verrai que les projets dev. Je ne verrai même pas l'organisation. Ce n'est pas dans le périmètre dans lequel je suis autorisé donc, à agir. Pardon. Alors, donc là, on a vu en quelque sorte donc, un overview global par rapport à l'organisation des ressources. Mais ce qui va nous intéresser, nous en tant que développeurs, en tant qu'utilisateurs de cette plateforme cloud, c'est comment je vais commencer à interagir avec ces ressources. Donc là, on a 4 façons d'interagir avec les GCP. Donc la première, c'est la console. La deuxième, c'est le Cloud Shell et le Cloud SDK. La troisième, c'est l'application mobile. Et la quatrième et la dernière, c'est les REST API. Donc là, dans les slides qui vont venir, on va détailler chacune des méthodes d'interaction. Et on va commencer par la console, qui est l'interface graphique ou l'interface web qu'on sera amené donc à utiliser. Donc c'est la façon la plus simple, la plus intuitive à utiliser la GCP, dans laquelle on va retrouver donc un certain nombre d'outils. Par exemple, on va trouver le Cloud Source Repository, qui est un Git manager.
Donc, on aura l'occasion de le détailler. On a aussi des outils de test. Donc, on peut déjà directement voir l'état des ressources. Si j'ai une machine qui tourne, donc je vais avoir le picto vert qui va me dire la machine, elle est up ou elle est down. Donc, voilà, donc c'est vraiment l'outil par défaut qu'on va utiliser. La deuxième méthode, ça va être le Cloud SDK, donc à travers les lignes de commande. Donc, les lignes de commande, ça va être l'outil préféré des développeurs, ou quand on va commencer à automatiser la création de notre infrastructure. Et donc là, on va retrouver donc, un certain nombre d'outils de lignes de commande, en l'occurrence le G-Cloud, qui est l'outil home ou chapeau de toutes les ressources au sein de la GCP. Donc, c'est ce qui nous permettra de créer une machine virtuelle, de créer une zone DNS, de créer une base de données SQL. On va retrouver deux autres outils de ligne de commande qui, pour des raisons historiques, sont séparés, qui sont JSUtil pour la partie Cloud Storage, donc c'est le stockage binaire ou le blob store. Et on va retrouver aussi le dernier outil de ligne de commande qui est BQ pour BigQuery, qui nous permettra d'interagir avec BigQuery pour lancer des requêtes ou, par exemple, lister l'historique des jobs qui ont été lancés. Et ce Cloud SDK est disponible sous forme d'images Docker, qu'on peut utiliser donc, dans nos propres images à nous, dans nos propres projets. Et on va retrouver cette version du Cloud SDK dans ce qu'on appelle le Cloud Shell. Donc, le Cloud Shell, on va le voir aussi pendant la démo, c'est une machine virtuelle qui est provisionnée pour chacun des utilisateurs à titre gratuit au sein de la GCP pour qu'on puisse interagir rapidement avec la plateforme qui contient le Cloud SDK installé par défaut, qui contient les runtime des langages de programmation les plus utilisés, déjà installés, Java, Python, Go, PHP, et aussi qui est authentifié automatiquement à notre projet. Donc ça nous permet vraiment de faciliter les accès sans devoir installer un terminal en local. Par exemple, quelqu'un qui a juste un Chromebook peut interagir en ligne de commande avec la GCP. Il n'a pas besoin d'avoir un terminal en local. Donc, l'application mobile, donc, elle est disponible sous Android, mais aussi iOS. Donc, c'est un moyen qui nous permet d'accéder rapidement à des informations pertinentes au sein de nos projets. Par exemple, la facturation, l'état des ressources, recevoir des alertes. D'accord ? Et donc, ça permet, par exemple, quelqu'un qui est en astreinte, il n'a pas besoin d'être tout le temps sur son PC. Il peut utiliser donc l'application mobile pour avoir donc, un aperçu assez rapidement par rapport à ce qui se passe. Les RESTful API, donc, tout ce qu'on a vu là, donc l'application mobile, la console, donc les lignes de commande, les outils de ligne de commande, à la fin, ce qu'ils vont appeler, c'est invoquer des API. Tous les ressources et tous les produits dans la GCP ont des API en face. Tout est API. Et donc là, on peut aussi attaquer donc, à travers nos applications l'ensemble des ressources par des API qui sont donc en JSON, qui donc, implémentent l'authentification OAuth 2.0 et qui présentent aussi des limitations et des quotas. Chaque API, elle a des restrictions qui nous permettent de contrôler comment nos API sont consommés. Donc, imaginons qu'on a un bug dans une application qui va appeler de façon indéfinie une API. Donc, si on n'avait pas ces limitations et ce quota, donc cette API-là sera appelée de façon abusive, en quelque sorte. Et donc là, on sera facturé par rapport à cette utilisation. Donc, ces quotas et ces limitations, bien sûr, sont logiques. Donc, on peut demander de les augmenter. D'accord ? Et, bien sûr, au niveau du projet, on va activer ou désactiver les API. Donc, un conseil, s'il y a des API que vous n'utilisez pas au niveau de vos projets, pensez à les désactiver. Comme ça, on réduit en quelque sorte la surface d'attaque en cas de problème. Et à la fin, ce qu'on va voir, c'est le API Explorer. Donc, qui connaît Swagger déjà ? Swagger ? Donc Swagger, c'est un outil qui permet un peu de faire l'exploration, la documentation des API. Donc l'API Explorer, c'est un peu un Swagger pour l'ensemble des produits Google Cloud. Quand je dis Google Cloud, en fait, c'est l'écosystème qui est beaucoup plus large que Google Cloud Platform, qui contient YouTube, Android, Analytics, toute la suite G Suite, Gmail, Drive, Calendar. Et donc là, on va retrouver l'ensemble des API qu'on peut appeler et on pourra donc les explorer et les tester avant de les implémenter. Alors, donc là, c'est ce qu'on disait donc, par rapport à l'API Explorer et on le verra tout à l'heure lors d'une petite démo. Autre chose pour laquelle en fait aussi on va s'intéresser, c'est les client library. Donc là, on a les API, mais moi, en tant que développeur, j'ai besoin, par exemple, d'accéder à un cloud storage dans mon application, d'accéder à une base de données, de pouvoir interagir avec certaines machines. Donc là, je peux aussi utiliser les client library. Les client library, c'est des dépendances logicielles
qu'on va inclure dans nos applications. Par exemple, si je suis en Java, ça va être dans un pom.xml. Si je suis dans Node.js, ça va être dans le package.json. Donc ainsi de suite, suivant donc, les spécificités de chacun des langages de programmation. Et donc ces librairies sont créées, maintenues par Google de façon idiomatique pour chacun des langages, donc optimisées spécifiquement pour chacun des langages. Ce n'est pas quelque chose de générique et qu'on peut utiliser, bien sûr, dans nos applications. On a aussi ce qu'on appelle les API Client Library. Et donc là, si on a besoin d'interagir avec d'autres produits, d'autres API, type Google Maps, type les API de Machine Learning, par exemple, type les API YouTube, donc ça, on peut aussi les utiliser. Et pareil, donc sont disponibles pour la plupart des langages. Et on peut aussi les générer pour d'autres langages qui ne sont pas supportés. Alors, donc là, on a résumé en quelque sorte les moyens d'interagir avec les GCP. On a aussi une brique fondamentale, ce qui est l'identité. Quand on va utiliser la GCP, on a besoin d'avoir une identité, d'être identifié. Et donc là, on a un produit qui s'appelle Cloud Identity, qui est la brique identité dans G Suite. Donc, il y a certains clients qui vont utiliser G Suite, donc là, ils pourront directement utiliser la GCP. Pour d'autres, qui vont utiliser Office 365. Donc là, on a besoin d'avoir juste leur identité identifiée au sein de l'écosystème Google. Et donc là, ça passera par ce produit qu'on caractérise de Identity as a Service, ou IDaaS. Donc là, on va trouver tout ce qui est support à l'SSO. Donc on peut configurer l'SSO d'entreprise, soit décider d'utiliser le SSO Google, qu'on utilise par défaut, qui est la mire de login de l'ensemble des produits Google. Donc là, on va bénéficier des mêmes niveaux de sécurité que ce qui est donc, utilisé chez Google. On va aussi bénéficier des algorithmes de machine learning en termes de sécurité pour détecter les intrusions. Je pense que vous avez déjà tous reçu des emails sur vos boîtes perso quand vous vous connectez de l'étranger ou vous connectez par exemple d'un Publinet. Et donc là, vous recevez un mail pour vous dire voilà, c'est une nouvelle connexion d'un nouveau PC, d'une nouvelle ville ou d'un nouveau pays. Est-ce que c'est vous ou pas? Et donc là, ça vous permet de prendre donc, des mesures rapidement au cas où c'est une connexion qui n'est pas autorisée. D'accord? Alors, ce qui est intéressant donc, avec ce produit-là, qui est Cloud Identity, c'est le fait qu'il soit indépendant de la GCP. Donc la GCP, pour Cloud Identity, c'est un produit parmi d'autres. Donc, on va donc avoir un annuaire unique, qui est Cloud Identity, dans lequel on va répertorier l'ensemble des utilisateurs. On va créer les groupes aussi d'utilisateurs, donc c'est quelque chose qu'on sera amené à faire assez fréquemment. Et après, on va pouvoir donc se connecter soit à nos produits G Suite, bureautiques, soit on va se connecter à notre plateforme GCP. D'où vraiment la séparation stricte entre ces deux domaines. Donc là, il faut bien comprendre qu'au sein de la GCP, on ne crée pas d'utilisateurs, on ne crée pas de groupe. Il faut les créer d'abord au sein de cet annuaire, centralisé, et après, on va juste leur affecter des droits et des permissions au niveau de la GCP. C'est la seule action qu'on pourra faire sur ces identités. Alors, depuis tout à l'heure, on parlait des permissions, des autorisations, des stratégies de sécurité. Et donc là, on a donc un framework qui s'appelle, ou un produit qui s'appelle Identity and Access Management au sein de la GCP, qui nous permettra de répondre à une question très simple. Qui peut faire quoi sur quelles ressources? C'est un peu ça, à la fin, ce qu'on a envie de savoir quand on va manipuler donc, les produits. Et donc là, qui peut utiliser la GCP? Donc évidemment, ce sont les utilisateurs gérés par Google, donc soit des comptes gmail.com, soit des comptes perso, soit des comptes professionnels, comme des comptes sphere.com. Donc ça, c'est des comptes gérés par Google. Soit c'est des groupes, d'accord? C'est ce qu'on recommande d'utiliser au maximum. Soit ça va être aussi des comptes techniques, qui sont les comptes de service. Donc les service accounts, c'est des comptes techniques qui permettent à des serveurs ou à des applications d'avoir une identité et pouvoir accéder à d'autres ressources. Donc, ces applications, ces services ne peuvent pas en fait accéder directement, par exemple, à une base de données, à un cloud storage, à un cluster Kubernetes. Donc, tout est régi par des permissions. Il n'y a pas de communication permise par défaut. Tout doit passer par IAM au sein de la GCP. Toutes les actions que vous allez faire, tous les paramètres passeront par de l'IAM. Est-ce que j'ai le droit de démarrer une machine virtuelle? Est-ce que j'ai le droit de l'arrêter? Est-ce que j'ai le droit de lister les instances qui sont incluses dans mon projet? Ainsi de suite. Donc, toutes les actions que je peux faire sont régies par des IAM. Et ces comptes de service sont identifiés aussi comme les utilisateurs par des adresses mail qui sont soit gérés par Google, parce qu'on a des comptes de service qui sont créés par défaut pour Compute Engine, donc la brique qui permet de créer des machines virtuelles, mais aussi pour App Engine, donc l'application PaaS. Et
on a aussi donc, le droit de créer nos propres comptes de service. Donc moi, j'ai besoin d'avoir un compte de service qui soit spécifique par rapport à une application. Donc je vais créer ce compte de service et lui donner le minimum de droits possible, d'accord, par rapport à ses permissions. Je ne vais pas lui donner des droits qui sont larges, et comme ça, en fait, je m'expose à plus de risques. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des rôles. Donc les rôles, ce sont des groupements de permissions. Donc les permissions, ça correspond à toutes les actions qu'on peut faire. Et on a des centaines, voire quelques milliers. Donc là, c'est un peu difficile, c'est un peu fastidieux de les gérer un par un. Donc là, l'idée, Google a créé donc ce qu'on appelle les rôles, qui sont des gros groupements de permissions. Et pour les rôles, on a trois types. Le premier, ce sont les rôles primitifs. Donc c'est des rôles macro ou larges qui vont s'appliquer à l'ensemble des ressources au sein d'un projet. Donc si je suis viewer au sein d'un projet, ça veut dire que j'ai le droit de voir, de consulter toutes les ressources au sein de ce projet. Le deuxième rôle qu'on va avoir, c'est l'éditeur. Donc, éditeur, quelqu'un qui peut modifier l'état des ressources. Et à la fin, on a ce qu'on appelle le owner. Donc, le owner, c'est le propriétaire du projet. Donc, bien sûr, il est éditeur, mais aussi, il va avoir aussi des responsabilités administratives. Rajouter des personnes au projet, supprimer des personnes du projet, supprimer le projet en soi. D'accord? Donc, c'est plus le propriétaire qui va gérer tous ces aspects. Le deuxième type de rôle, qui va nous permettre un peu de restreindre ces droits larges au sein des droits primitifs, ce sont les rôles prédéfinis. Les rôles prédéfinis, c'est des rôles créés par Google pour chacun des produits de façon spécifique. Donc, je vais avoir un ensemble de rôles qui vont être liés à Compute Engine. Je vais avoir donc un ensemble de rôles qui vont gérer Kubernetes Engine, ainsi de suite. D'accord? Si toutefois ces rôles-là ne suffisent pas ou sont encore larges par rapport à vos besoins, vous avez ce qu'on appelle les rôles custom, qui sont des rôles à la carte. Donc je vais aller créer un rôle, récupérer les permissions qui m'intéressent des différentes familles de produits et créer mon rôle custom. Donc ça, c'est vraiment le dernier niveau, en quelque sorte, de liberté où on peut faire ce qu'on veut. Par contre, faire attention, parce que ces rôles custom ne sont pas maintenus par Google. Les rôles prédéfinis et primitifs sont, dès qu'il y a un nouveau produit, dès qu'il y a une nouvelle permission qui est rajoutée, en fait, ils sont automatiquement inclus, bien sûr, par domaine, mais pour les rôles custom, comme c'est vous qui les avez créés, donc c'est votre responsabilité, à vous de les maintenir. Alors, quand vous allez donc utiliser les GCP, comme j'ai dit tout à l'heure, utilisez au maximum les groupes, parce que les groupes vous permettent de s'affranchir des permissions octroyées de façon individuelle. D'accord? Donc, quelqu'un arrive dans l'entreprise, quelqu'un part de l'entreprise, vous pouvez directement l'enlever ou le rajouter dans le groupe, et comme ça, c'est transparent par rapport à votre plateforme. Donc, il n'y a rien à toucher au niveau des permissions. Et donc, ça vous permet donc, aussi de refléter certains métiers. Donc, je peux avoir donc, le groupe des administrateurs système, le groupe des administrateurs réseau, le groupe des développeurs pour un tel projet, ainsi de suite. D'accord? Alors, on va faire donc, une petite démo avant de passer donc, sur la suite. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler donc, la console de la GCP. Donc la console, c'est l'application web, donc elle est reconnaissable par l'interface bleue et dans laquelle donc, on peut donc, consulter les hiérarchies donc, de nos ressources. Donc si je regarde chez nous, par exemple, chez Sphere, on va voir qu'on a donc l'organisation qui est sphere.com. En dessous, on va retrouver donc un certain nombre de folders. Et dans les folders, j'ai la possibilité, par exemple ici pour le onboard, de créer des projets. Donc là, j'ai créé un projet donc onboard spécifique donc pour cette démo. D'accord? Donc on va utiliser donc ce projet pour un peu vous montrer de quoi on est capable de faire dans la GCP. Alors, dans l'accueil, vous avez certaines infos qui vont identifier votre projet, en l'occurrence le nom du projet, qui est un label. Le Project ID, qu'on sera fréquemment, même souvent, amené à utiliser, c'est l'identifiant unique de votre projet. Et à la fin, vous trouvez le Project Number, qui est juste un ID interne généré par Google. D'accord? Bien sûr, avec une dashboard qui va comprendre un résumé par rapport aux ressources. Donc là, je vois que j'ai par exemple 4 instances qui tournent sur mon projet. Donc là, vous avez aussi le burger qui vous permet d'accéder aux différents menus qui sont regroupés par spécialité. Donc là, on a les produits d'ordre général, on a tout ce qui est compute, donc les environnements d'exécution, on a les produits de stockage, les produits réseau, Stackdriver, donc c'est la suite des outils de monitoring, quelques outils donc pour faire du build, pour gérer plusieurs tâches, les outils Big Data,
Et à la fin, tout ce qui est intelligence artificielle avec les outils de machine learning. Et on va retrouver prochainement quelques API ou quelques produits qui appartiennent à des partenaires, type Kafka Confluent, type Elasticsearch, type MongoDB, qui vont demain être accessibles directement dans la console et facturés au sein de votre facture globale GCP. D'accord ? Alors, on va aller consulter donc, les instances. Donc là, tout ce qu'on peut faire à travers la console, on peut le faire aussi, comme on l'a dit, à travers les Cloud SDK ou l'API. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, moi, j'ai juste en fait affiché la liste de mes instances au sein de mon projet. Donc je vois que j'ai 4 instances. Je vais essayer de faire la même chose avec le Cloud Shell. Donc pour l'activer, vous avez un bouton en haut à droite. Donc là, il va provisionner donc, la machine virtuelle qui va me permettre donc, d'interagir de façon programmatique avec mon projet. Donc, je vais agrandir un peu, peut-être. Et donc là, j'essaie de faire de lister les mêmes machines. Donc je vais faire gcloud. Si vous vous rappelez, on a dit que c'était la commande home. Le produit, c'est compute, puisque pour compute engine. Et la ressource, c'est les instances. Donc instances. Et le verbe, c'est lister, tout simplement. Donc vous allez voir, donc il y a une nomenclature qui vous permet, même si vous ne les connaissez pas par cœur, de pouvoir deviner à quoi correspond la commande. Donc là, je vais lister par rapport à mon projet. Donc là, je vais retrouver les mêmes informations, donc les 4 instances que j'avais créées. Donc j'ai fait exprès donc, de les créer dans des régions, des zones différentes. Donc là, j'ai des machines qui sont en Asie, en Australie, en Europe et aux US, qui sont regroupées au sein d'un même projet. Et je les ai créées en moins d'une minute, les 4 machines, assez rapidement. Bien sûr, il y a plusieurs types de machines et chaque machine, donc, elle a une adresse IP interne et externe et un statut. D'accord ? Donc ça, c'était pour vous montrer un peu. On peut aussi vous montrer donc, à travers l'API Explorer. Donc là, vous cherchez juste sur Internet, donc sur Google, API Explorer. Donc là, vous atterrissez sur cette application. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a des API pour plein de produits dans Google Cloud, que ce soit des produits GCP ou des produits G Suite, par exemple Calendar API, mais aussi, si on va tout en bas, YouTube Data API. Si je veux consulter, par exemple, les nombres de vues pour un compte bien spécifique ou pour un chanteur bien spécifique, donc là, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc là, nous, pareil, ce qui va nous intéresser, c'est l'API Compute Engine. Donc on va la chercher. Donc là, on va retrouver, donc on va prendre la version stable, donc la V1, et je vais chercher donc la méthode instances. .list. Donc c'est à peu près la même nomenclature qu'on va retrouver aussi dans les différentes méthodes HTTP qui sont disponibles. En l'occurrence, dans notre cas, pour cette méthode, on va donner donc le project ID. Donc je peux le récupérer de plusieurs façons. Donc là, je peux juste récupérer le project ID ici. Je vais le mettre. Par contre, là, je suis obligé de donner une zone. Donc là, je vais juste utiliser, récupérer la machine qui est dans Europe Ouest 1B, qui correspond à la Belgique. Et donc là, vous voyez à côté de chaque champ, donc déjà on voit quels sont les champs qui sont obligatoires, qui sont en rouge. On voit aussi la description de chacun des champs, donc de quel type, quelles sont les contraintes, par exemple une regex ou la longueur, par exemple, du champ, combien on peut prendre de caractères. Donc c'est exactement la même chose qu'on peut avoir dans un Swagger. Et après, on va autoriser et exécuter donc notre requête, notre appel API. Bien sûr, il nous demande toujours l'identité. C'est quelque chose qu'on va retrouver partout. Et donc là, on va retrouver notre machine qui est l'instance 2, qui est la seule au niveau de Europe Ouest 1B. Si vous vous rappelez, la seule machine qu'on avait en Europe Ouest 1B, c'était instance 2. D'accord ? Donc on a fini avec cette partie de création de projet, d'exploration et différentes façons d'interagir avec la GCP.